Bonjour à tous. Merci de vous être connectés. On vous remercie tous d'être aujourd'hui présents avec nous pour ce webinaire. On est donc heureux de vous accueillir à ce webinaire co-organisé avec Afterdata et OnePoint. Alors, on va faire un rapide tour de table. Je passe la parole à Nicolas. Nicolas Lebon, je suis analyste abus de marché pour Société de Bourse Gilbert Dupont, qui est un acteur leader sur le segment de l'intermédiation des opérations financières portant sur les valeurs, les entreprises de taille moyenne, donc les small et mid caps. Donc plusieurs métiers composent son activité. On a un bureau de recherche financière, on a une salle de marché qui est dédiée à l'intermédiation et à l'exécution des ordres avec une table négociation, un service de routage, une partie vente-action et l'animation de marché. Et on a un service de corporate finance pour tout ce qui est opération de marché, corporate broking et listing sponsor. Leïla. Oui, bonjour à tous. Donc Leïla Berkani, je suis directrice conformité, contrôle interne et risque chez Dorval Asset Management. Donc Dorval est une société de gestion d'actifs spécialisée dans les domaines de la gestion flexible et des gestions actions européennes et internationales. Et Alexis Monnier, je suis CEO d'Afterdata et nous sommes éditeurs de solutions de conformité pour tout ce qui va être détection d'abus de marché et risque AML. Et donc, je termine. Vincent Guérin, leader chez OnePoint sur la partie conformité et risque chez les PSI et les banques. OnePoint est une société de conseil qui a une composante tech, une composante intelligence artificielle, une composante métier. Et nous sommes à peu près aujourd'hui un petit peu plus de 3000 dans le monde, avec un chiffre d'affaires qui a dépassé l'année dernière 400 millions d'euros. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la détection des abus de marché en regard de l'AMF chez les PSI, sachant qu'effectivement, les abus de marché, cette préoccupation de détection des abus de marché est une préoccupation constante de l'AMF, si on se réfère notamment à sa jurisprudence et puis aussi d'ailleurs à la réglementation, Matt Demar. La plupart des PSI aujourd'hui sont équipés d'outils de détection des abus de marché. Et les contrôles de l'AMF vont porter et portent d'ailleurs aussi bien sur la gouvernance, les dispositifs, que sur la manière dont ces outils sont déployés et la manière dont ces outils sont efficients. En témoignent par exemple les derniers contrôles spot de l'AMF qui ont adressé, entre autres choses, la partie outils. Alors, on va se focaliser aujourd'hui sur ces systèmes, ces mesures de surveillance, de détection des opérations suspectes et notamment leur paramétrage, parce que dans la situation actuelle, ces outils sont fondés, reposent sur des scénarios, des scénarios qui sont paramétrés, des scénarios qui utilisent essentiellement des données structurées, c'est-à-dire des données de marché, des données transactionnelles. Et peut-être, avant de parler des technologies, des techniques qui permettent d'aller peut-être plus loin que ces scénarios déterministes, pré-paramétrés, peut-être d'aller plus loin et plus fort donc sur les contrôles, peut-être peut-on commencer par une lecture de ce que dit l'AMF sur les outils de détection aujourd'hui et peut-être un retour d'expérience sur les derniers contrôles spot de l'AMF. Et moi, je me tourne vraiment vers Nicolas et Leïla qui ont vécu ces contrôles spot et peut-être peuvent-ils nous dire ce qu'ils en retiennent et puis surtout quelle est la lecture de ces contrôles et de ces jurisprudences plus largement sous l'angle des processus de l'organisation de la gouvernance. Nicolas, peut-être. Merci. Alors d'abord, je précise que Société de Bourse Gilbert Dupont n'a pas fait l'objet d'un contrôle de l'AMF dans le cadre de ses missions spot, puisqu'il portait spécifiquement sur les sociétés de gestion. Malgré tout, on a évidemment lu la synthèse et on a retenu quelques idées. La première idée forte, c'est que le régulateur souhaite que les acteurs soient dotés d'un cadre procédural complet qui permette justement aux régulateurs de comprendre que l'ensemble de l'activité abus de marché est couverte par des procédures qui portent à la fois sur les aspects opérationnels et également sur les aspects réglementaires. Spécifiquement pour l'outil abus de marché et son paramétrage, le régulateur souhaite également pouvoir avoir une vision très claire du processus
de choix du paramétrage de l'ensemble des scénarios, que ça, de la phase de test finalement jusqu'à la mise en production, et que l'acteur soit capable de justifier en fait de l'ensemble de la démarche de bout en bout. Même démarche d'ailleurs pour tout ce qui est revue périodique des paramétrages. Autre idée, les habilitations qui sont données à l'outil abus de marché, l'accès à l'outil abus de marché, il ne faut pas que ces accès soient démultipliés et finalement garder un accès très restreint à cet outil. Il y a une certaine aussi importance qui est donnée à la revue périodique des paramétrages. Et l'objectif étant de rester proactif et se poser régulièrement un certain nombre de questions pour rester pertinent sur les alertes. Et puis la dernière idée, il faut que les scénarios implémentés puissent couvrir un spectre assez large des risques abus de marché dans le but de pouvoir détecter des opérations suspectes de toute nature et à des moments différents dans le temps. Un scénario marking the close ou trait de concentration ne va pas porter sur les mêmes périodicités de la séance de bourse. Et donc, tout ça pour dire que finalement, il faut que l'ensemble des risques abus de marché, à savoir délit d'initié et manipulation de cours, soit couvert. Leïla, peut-être, vous avez, vous, des retours? Oui, alors pour nous, l'objectif de ces contrôles a bien été un accompagnement de la place dans l'amélioration de ces pratiques. Et ça a permis à Dorval de comparer son dispositif par rapport à des normes de place. Qu'effectivement, nous nous sommes appuyés sur la synthèse des contrôles spot pour effectuer nos contrôles de second niveau sur la thématique. Et cela nous a permis de nous assurer justement que le socle de notre dispositif était bien en place, donc à savoir tout ce qui était le cadre procédural, comme l'évoquait Nicolas, et qui décrit notamment toute la partie organisationnelle et gouvernance du dispositif d'abus de marché. Voilà, donc on s'est bien assuré que tout était en place et qu'il n'y avait pas d'oubli ou de trou dans la raquette dans notre dispositif. Merci Leïla. Alors, Alexis, vous qui êtes CEO d'une entreprise qui édite une solution d'abus de marché, plus généralement, vous avez une vision sur aujourd'hui les solutions qui existent. Comment aujourd'hui se positionnent ces solutions par rapport aux exigences du régulateur et en l'espèce de l'AMF? Tout d'abord, ce dont on se rend compte, c'est que dans les exigences, et notamment qui ont été mises en avant lors de ces contrôles spot, il y a une volonté qui pourrait paraître assez basique, mais en fait, qui est de demander au PSI de comprendre leurs outils. Ça peut paraître trivial, mais c'est loin d'être évident. Et la première question que pose le régulateur quand il souhaite avoir des informations sur une piste d'audit, sur une alerte qui a été générée, c'est pourquoi est-ce que cette alerte a été générée. Et ça veut dire que côté analyste, côté direction de la conformité, il faut être capable d'expliquer pourquoi est-ce que cette alerte a été créée, quelles sont les données qui ont été prises en compte, et ça de façon simple et claire, parce que ce que recherche le régulateur, ce sont des outils qui permettent d'identifier des comportements qui ont été définis par l'établissement financier et pas une boîte noire qui sortirait des alertes sans qu'on comprenne pourquoi. Et donc, l'incapacité à expliquer une alerte est clairement un problème aujourd'hui et quelque chose qui n'est pas acceptable du point de vue du régulateur parce que ça veut dire qu'on ne maîtrise pas son outil et donc on ne maîtrise pas les processus dont parlait Nicolas tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante, c'est la capacité à expliquer très clairement ce qui a été fait et donc pourquoi est-ce que sur une transaction on a eu une alerte et pourquoi sur une autre transaction on n'a pas eu d'alerte. Ensuite, il y a beaucoup de problèmes de traçabilité et notamment sur tout ce qui va concerner les modifications de scénarios. Comme le disait Nicolas, le régulateur attend
un suivi extrêmement proche du marché, extrêmement proche des besoins et donc des scénarios de détection d'abus de marché. Ce sont des choses vivantes qui sont amenées à évoluer. Alors ça veut dire qu'il faut avoir des outils qui le permettent d'évoluer en quelques jours, quelques semaines maximum. Mais surtout, il faut que dans l'outil, tout comme on a une piste d'audit du traitement de l'alerte, ça veut dire qu'il faut avoir une piste d'audit de la modification du scénario. Être capable de justifier pourquoi qualitativement on a fait ce changement, quels étaient les objectifs poursuivis, mais également de démontrer que des tests techniques ont été faits, qu'on a fait du backtesting sur une longue période avec le nouveau paramétrage pour justifier que quantitativement, ce nouveau paramétrage a bien une valeur plus importante que l'ancien et donc il y a une légitimité à modifier le paramétrage. Ensuite, il faut évidemment qu'on sache de façon extrêmement précise qui a effectué la modification et quand. Et donc cette recherche de traçabilité est quelque chose qui est vraiment absolument essentiel parce que c'est le socle de la vie du processus abus de marché. Et enfin, sur la traçabilité, bah, il en va évidemment de même sur les pistes, sur l'ensemble des pistes d'audit. Les pistes d'audit sauvegardées dans un fichier Excel à côté, dont on ne sait pas qui l'a rédigé et quand elle a été rédigée, ne sont clairement plus du tout acceptées aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut que dans l'outil, on ait des systèmes d'horodatage, d'identification des utilisateurs et qu'on sache de manière forte qui a rédigé quoi, qui a changé telle étape de workflow et à quel moment. Alors, peut-être, Alexis, vous avez il y a un point peut-être qui nous semble, nous, important côté OnePoint, qui est aussi la partie récupération des données, qualité des données. Je ne sais pas, Nicolas, Leïla, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez sur cet angle-là, parce que c'est quand même un élément fondamental aussi, l'accès à la donnée, des données de bonne qualité pour pouvoir faire les contrôles. Oui, alors effectivement, Alexis abordait l'importance primordiale qui est donnée aux pistes d'audit complètes, qu'il n'y ait pas de trous et qu'on puisse savoir précisément dire à quel moment qui a fait quoi. Mais il y a aussi une réelle importance sur la fiabilisation des données et les sources de données qui alimentent l'outil. Un outil abus de marché, il va fonctionner avec un certain nombre de données qui vont l'alimenter. Donc, ça va être des market data, ça va être les ordres des clients, ça va être les exécutions qui sont liées à ces ordres. Et donc, pour que l'outil soit efficient, il faut d'abord s'assurer, ou du moins faire en sorte que le risque soit minime, qu'à un moment donné, il y a un élément de la chaîne qui ne fonctionne pas et qui mette en risque le fonctionnement de l'outil. Par exemple, si sur une séance de bourse, on ne récupère pas la market data ou qu'elle soit incomplète, on va au-devant d'un risque de non-génération d'alerte ou de génération d'alertes qui ne seront pas correctes. Et pour le coup, ce n'est pas ce qu'on cherche au final. Et là, oui. Je partage complètement. En fait, pour moi, la thématique pourrait faire le sujet d'une table ronde à part entière, puisque c'est un sujet vraiment essentiel. La qualité de la donnée, quel que soit l'outil qui est utilisé. Si la donnée, effectivement, est erronée ou n'est pas fiable, l'outil est considéré comme accessoire. Chez Dornal, on s'efforce de garantir cette donnée. On a quasiment une personne à temps plein qui s'occupe de cette partie data. Un investissement important sur ce sujet. Hein. Absolument. Oui, oui. Alexis, il n'y a pas des outils ou des techniques qui permettent quelque part de faire des contrôles sur la qualité de la donnée? Alors, en effet, l'outil de détection d'abus de marché, c'est un outil qui va récupérer des données, principalement des ordres, des exécutions et des données de market data. Donc, c'est un outil qui est plutôt consommateur de données. Il en génère un petit peu, mais majoritairement, il est consommateur de données et puis il va effectuer ses analyses à partir de ça. Donc, ce n'est pas l'outil en tant que tel qui va pouvoir gérer la qualité de la donnée entrante. Par contre, la responsabilité, entre guillemets, d'un bon outil, c'est d'effectuer
des contrôles, des tests sur l'ensemble du flux d'entrée. Et ça veut dire pas contrôler les fichiers, ça veut dire contrôler vraiment les données. Ça veut dire que pour chaque donnée, pour chaque information, regarder si on a un volume de données, un nombre d'ordres cohérent, si le montant des ordres moyens correspond à une plage d'acceptabilité, si on a bien des caractères numériques, des caractères textuels et ainsi de suite. Donc ça veut dire avoir une approche du contrôle réellement chirurgicale sur l'ensemble des données qui constituent le flux entrant, de façon à, si on s'aperçoit qu'une donnée est probablement corrompue, être capable de bloquer les traitements. Ça veut dire bloquer certains scénarios, pas tous, parce que tous ne sont pas forcément concernés par la donnée qui a un problème, mais bloquer certains scénarios, informer les équipes métiers, les équipes techniques, le support éditeur, de façon à ce qu'on puisse corriger cette donnée et ensuite relancer les traitements. Mais donc, ce qu'on attend d'un bon outil, c'est vraiment d'une part qu'il détecte le problème de qualité et ensuite qu'il gère le déroulement du calcul des scénarios en fonction de ce problème, mais surtout qu'il ne commence pas à générer des milliers d'alertes complètement incohérentes simplement parce qu'une donnée serait fausse. Et ça, c'est la responsabilité de l'outil de conformité. Alors, cette génération de milliers d'alertes de faux positifs moi, me fait penser qu'il y a quand même un sujet aussi lié au paramétrage des scénarios. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure, Alexis, que ce paramétrage, c'est l'un des leviers de l'efficience, de l'efficacité, de la pertinence d'un outil, que ces paramétrages doivent être connus et compréhensibles. Moi, ce qui m'interroge et ce qui nous interroge toujours, côté OnePoint, on a souvent des demandes de nos clients qui nous disent « aidez-nous à paramétrer nos scénarios ». Donc, on a une certaine vision de ce qui se passe sur la place, mais peut-être avant de vous en faire part, peut-être l'expérience de Gilbert Dupont peut être intéressante en la matière, et puis aussi celle de Dorval. Ouais. Alors, d'abord, Gilbert Dupont, Société de bourse Gilbert Dupont, c'est 3 flux différents. On a un flux retail qui correspond à nos clients routeurs d'ordre, donc ça va être tous les ordres DMA. Un flux institutionnel avec nos clients sociétés de gestion, etc., donc pour les ordres soignés. Et puis une activité d'animation de marché. Et donc, par nature, ces 3 flux sont des flux différents avec des spécificités vraiment propres à chacun. Et donc, la démarche, c'est d'abord de comprendre la différence qui existe entre chacun des flux pour adapter des scénarios qui sont basiques, pour en faire des scénarios agiles et intelligents qui peuvent correspondre à nos besoins. Et donc, pour faire ça, on réexamine régulièrement nos scénarios au regard des actualités du sujet, notamment les sanctions qui peuvent être prononcées. Et on pose nos réflexions, nos idées. On va également voir les différents intervenants sur ces différents flux pour pouvoir affiner nos recherches. Et à partir de là, donc, on part d'un jeu de test sur une période suffisamment significative pour prendre en compte aussi des périodes de volatilité. On en a connu quelques-unes, on en connaît encore régulièrement. Et ensuite, donc, on ajuste nos critères, nos paramétrages pour arriver à une génération d'alertes, un nombre maximum d'alertes pertinentes et un minimum d'alertes non pertinentes. J'imagine derrière tout ça qu'il y a des questions de fréquence, de processus. La question de la fréquence de la revue des paramétrages peut se poser aussi. Typiquement, moi, chez Dorval, par exemple, à quelle fréquence vous revoyez vos paramétrages? D'ailleurs, mais est-ce que même la question de la fréquence de la revue a un sens en tant que tel, ou est-ce que c'est plus une adaptation finalement à des éléments nouveaux? Voilà, c'est... Alors, chez Dorval, nous effectuons un contrôle à minima 1 fois par an. Donc, on s'assure que le périmètre couvert est toujours d'actualité, qu'il n'y ait pas de spécificités nouvelles qui doivent rentrer en compte. Nous contrôlons les paramétrages
dans l'outil lui-même, savoir ce qui est écrit sur le papier, est-ce que cela correspond bien à ce qui est effectivement paramétré dans l'outil. Donc, on vérifie la cohérence. Mais on effectue aussi des backtesting sur les scénarios. On essaie de s'assurer que le nombre d'alertes ne soit pas trop importante ou pas assez, justement. On trouve un équilibre. Et enfin, on analyse la pertinence en fait, des scénarios. On les revoit, on essaie de les revoir dans leur intégralité systématiquement. Voilà, donc en fait, sachant que l'analyse en elle-même, à notre niveau par rapport à notre organisation, nous demande quand même énormément de temps. Du coup, en faisant ces vérifications et ces contrôles assez régulièrement, ça nous permet d'éviter les faux positifs et de gagner en efficience, en efficacité sur le traitement de nos alertes. Alors, ça peut faire des volumes quand même qui sont importants, on le voit hein, sur la place. Il y a toujours l'AMF qui aussi s'attache à bien vérifier que les alertes sont analysées. Donc il y a derrière une question de charge, une question de capacité humaine aussi à analyser. Nicolas, chez Gilbert Dupont, comment vous, à votre niveau, vous arrivez à paramétrer pour avoir des scénarios les plus, alors je qualifierais peut-être les plus intelligents possibles pour traiter pour générer ces alertes et avoir des seuils quelque part ensuite d'analyse qui soient pertinents et acceptables. Tout l'enjeu tourne autour finalement du paramétrage des scénarios. Il est donc forcément important de se poser régulièrement un certain nombre de questions pour avoir des scénarios qui génèrent des alertes forcément pertinentes et finalement qui nous permettent aussi de nous adapter aux changements des clients. Il faut s'adapter à la clientèle. On a par exemple pendant la crise sanitaire et après, on a vu qu'il y a eu un changement significatif de comportement des clients retail. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir finalement un outil qui sera agile, qui va nous permettre de faciliter les tests et ces revues périodiques et de permettre de réaliser des tests quasiment de façon autonome et en temps réel. Parce que l'idée, c'est aussi de ne pas perdre de temps. Pour se définir agile, c'est aussi de ne pas perdre de temps et de ne pas s'inscrire dans un processus habituel d'expression de besoins auprès de l'IT, chiffrer le nombre de jours hommes, etc., etc. Ce sont des processus qui sont très longs et qui font perdre beaucoup de temps. Et puis, il y a un élément aussi important que l'on peut tout à fait exploiter, ce sont les statistiques. Un outil qui va nous permettre de donner des statistiques en temps réel, on va pouvoir s'appuyer dessus et s'adapter tout à fait régulièrement. Alors, côté After Data, vous avez, sans parler de votre solution en particulier, hein, mais vous avez aussi, vous, développé des approches justement basées sur des scénarios qu'on pourrait qualifier entre guillemets d'intelligents, mais en fait en quoi ils sont intelligents et surtout en quoi consiste ou peut consister de manière, pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, de manière très concrète, c'est ce type d'approche qui potentiellement utilise d'ailleurs des statistiques. Hein, voilà. Alors, en effet, on a été, chez After Data, on a été précurseur sur l'usage du machine learning pour la détection d'abus de marché. Et aujourd'hui, on a 50% de nos clients qui utilisent des modèles prédictifs pour la détection d'abus de marché. Alors après, quand on parle de machine learning, on parle d'intelligence artificielle, ça génère autant de fantasmes que de faux espoirs. On parle en effet de statistiques. C'est vraiment le bon terme, il faut rester serein. Ce ne sont que
des statistiques. Et on peut en avoir des usages en fait très, très variés parce qu'on parle d'une technique mathématique. Dans les usages principaux et ceux qui fonctionnent le mieux, le premier en fait est assez simple. Le machine learning, c'est une technologie qui est très très efficace pour analyser des gros volumes de données et pour leur donner un sens. Et concrètement, avec un moteur de machine learning, on peut très facilement identifier scénario par scénario quelles sont les données qui ont généré le plus de faux positifs. C'est-à-dire de se dire, par exemple, sur Ping Order, si j'analyse l'ensemble des alertes Ping Order qui ont été classées au cours des 12 derniers mois, moi je voudrais savoir quels sont les seuils qui sont, dans l'immense majorité des cas, à l'origine de la création de cette alerte qui a été classée en faux positif. Et donc, on va utiliser le machine learning comme un outil d'aide au paramétrage. Là, on ne parle pas de mise à jour automatique, c'est uniquement de l'assistance au paramétrage, mais c'est de dire, sur Ping Order, si je veux réduire de 20% mes faux positifs, il faut que je travaille sur la concentration au fixing et sur le taux de revente. Et après, avec un moteur de backtesting, on va très simplement modifier le paramètre, lancer le moteur, et puis en quelques minutes, on va travailler. C'est l'équipe conformité qui reste maître de ces seuils, mais le machine learning, là, dans cet usage-là, est un assistant à l'optimisation des paramétrages. Ça, c'est un premier usage. Après, on a des clients qui vont plus loin et qui disent finalement, je voudrais utiliser le machine learning pour avoir une aide ou une suggestion de classement de l'alerte. C'est-à-dire qu'on va dire, quand on analyse toutes les alertes traitées et classées par les analystes au cours des 12-24 derniers mois, aujourd'hui, cette nouvelle alerte, elle ressemble très 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 fortement à des alertes que j'ai classées en statut final clos pertinent, par exemple. Ce n'est pas l'outil qui classe automatiquement, que les choses soient claires, mais l'outil va dire, attention, cette alerte, d'habitude, elle est pertinente, il faut y faire attention. Ou inversement, cette alerte, habituellement, elle est considérée comme non pertinente. Donc là, c'est de la suggestion au classement. Et puis, on a développé des modèles sur lesquels on va définir un niveau de risque pour chaque alerte et sur lequel ce niveau de risque va être un calcul hybride qui va associer à la fois des règles de gestion classiques et du machine learning. Concrètement, on va avoir un niveau de risque qui va être calculé par des règles de gestion et qui ensuite va être modéré à la hausse ou à la baisse par le machine learning parce que la combinaison de seuils de cette alerte représente dans plus de 9,9 fois sur 10 correspond à une alerte qui a été jugée comme critique ou inversement qui a été jugée comme non essentielle. Et donc on va utiliser là le machine learning pour faire de la pondération de risque. Donc à travers ces trois exemples, ce qu'on voit, c'est que cette technologie du machine learning en fait, peut être utilisée sur des mises en œuvre extrêmement variées. Et ce n'est pas une fonctionnalité unique, c'est plusieurs fonctionnalités, plusieurs applications qui apportent beaucoup, mais qui ont un point commun, c'est qu'elles doivent toujours pouvoir être expliquées. Il faut pouvoir expliquer aux banques comment ça fonctionne, ce que ça fait. Il faut pouvoir expliquer aux régulateurs très précisément ce que ça fait, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a du machine learning que ça doit se transformer en boîte noire, bien au contraire. Et ensuite, ce sont trois exemples d'applications, mais il en existe de nombreux autres. On travaille actuellement en R&D sur de l'assistance à la rédaction de la piste l'audit. Et puis, il y a d'autres usages qui sont, sur lesquels nous, on ne travaille pas encore, notamment sur toute la problématique de la question du langage naturel. Et donc là, je vais laisser Vincent développer un petit peu ce sujet. Oui, merci Alexis. Alors, moi, en rebond, côté OnePoint, effectivement, nous travaillons beaucoup sur l'intelligence artificielle pour le traitement et l'interprétation du langage. Mais peut-être, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ces systèmes de détection, effectivement, utilisent fondamentalement des méthodes statistiques. Donc, fondamentalement, ça fait appel à des mathématiques. Il y a peut-être l'une des méthodes les plus simples aujourd'hui, et je crois que vous l'avez un peu cité sans la nommer, c'est le clustering.
qui n'est absolument rien à voir avec de l'intelligence artificielle. C'est vraiment des statistiques qui permettent d'identifier dans des nuages de points, dans des ensembles de données, des données aberrantes ou en tout cas des groupes de données qui obéissent au même comportement. Et donc ces techniques de clustering, nous on les met en place plutôt pour des grandes inspections générales bancaires, donc plutôt pour des troisièmes lignes de défense qui interviennent sans a priori à certains moments sur ce qu'ils veulent détecter. Donc on est complémentaire avec cette méthode-là de méthode ou de scénario prédéterministe. Ces méthodes viennent aider à identifier peut-être de nouveaux scénarios ou aider à backtester, à challenger des scénarios existants. Donc on reste dans ces techniques-là avec de l'exploitation qui nécessite une vraie compréhension métier, une vraie compréhension du système de fonctionnement des marchés financiers et une vraie compréhension juridique aussi, côté compliance sur les abus de marché. On est sur des logiques d'hybridation finalement des compétences entre des compétences mathématiques, statistiques et des compétences de compliance officer plus classiques, mais qui restent et qui demeurent absolument fondamentales. Alors la deuxième approche qu'on développe beaucoup chez OnePoint, c'est le traitement du langage naturel. Le traitement du langage naturel, c'est quelque chose que vous avez tous déjà, sans le savoir peut-être, sur aujourd'hui vos téléphones, vos mobiles phones, que vous avez sur vos ordinateurs, quand vous avez la capacité de dicter un SMS, quand vous avez la capacité déjà de retranscrire à la voix des textes. C'est une première étape de traitement du langage naturel. En pratique, on va travailler sur du coup ce qu'on appelle de la donnée non structurée. On va être les conversations des salles de marché, des opérateurs de marché. On va travailler sur également les messages qui sont échangés sur les plateformes ou les emails. On sait aujourd'hui faire des recherches par mots-clés, il n'y a pas de difficulté particulière à le faire. On sait aujourd'hui même interpréter par certaines librairies Python si un message est positif, négatif. Ça existe. L'étape supplémentaire, c'est la couche de compréhension et d'assistance en fait à la rédaction. Donc, on avait, il y a encore quelques mois, quelques années, des modèles, des techniques d'intelligence artificielle, de traitement du langage naturel qui nécessitaient d'être entraînés. Ces entraînements étaient extrêmement coûteux en temps. Extrêmement coûteux en énergie. Il fallait entraîner sur de grands volumes et globalement, à chaque usage, on avait son entraînement. Et on a pu nous développer des projets pour le compte notamment d'une banque centrale de la zone euro où la partie paramétrage sur les jeux de données a représenté plus d'1 an de travail avant de commencer à avoir des résultats. Donc c'est quelque chose qui est difficilement transposable à l'échelle d'une société de gestion de portefeuille qui fait 200-300 ETP. Voilà, c'est complexe. On a aujourd'hui maintenant une deuxième rupture avec les intelligences artificielles qu'on appelle génératives, qui sont capables, parce qu'elles ont été entraînées ab initio sur des volumes de données et des corpus textuels absolument considérables, de générer du texte. Mais pourquoi elles génèrent du texte? Pourquoi elles arrivent à le générer de manière pertinente? C'est qu'également, elles ont une strate, alors je mettrai des guillemets, de compréhension. Ce n'est pas une compréhension comme un être humain. En fait, ça ne comprend pas, il n'y a pas de conscience. Mais statistiquement, ça mime la compréhension. Mais ça le mime extrêmement bien et ça le mime tellement bien qu'effectivement, c'est en capacité de générer des emails qui sont pertinents, de traiter des réclamations clients de manière absolument pertinente ou quasiment sans erreur. Et l'exploitation par ces techniques, ces nouvelles techniques d'intelligence artificielle générative, alors on connaît tous Chat GPT, qui est la solution d'OpenAI, mais il y en a d'autres en réalité, est une nouvelle frontière aujourd'hui pour des contrôles abus de marché. Alors, pas sur la donnée structurée, quoique ça fonctionne aussi, mais pour exploiter des types de données qui aujourd'hui sont un petit peu plus difficiles à capter. Alors attention, notre propos n'est pas de dire que l'AMF le demande. À ce stade, l'AMF ne le demande pas. L'AMF reste extrêmement attentive à bien s'assurer que les scénarios sont compréhensibles, que les scénarios tournent correctement, que les faux positifs sont traités. Donc ça, c'est quelque chose qui reste et qui probablement restera. Pour autant, la vision un peu de marché que nous avons, mais qui est une vision plus large, c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle capacité technologique arrive. En fait, cette capacité technologique, dès lors qu'elle commence à prouver par des usages qu'elle est pertinente, elle commence à diffuser dans le marché, elle commence à diffuser chez les acteurs. Et le régulateur, lui, il est technologiquement agnostique. Le régulateur ne vous demande pas
d'aller utiliser du clustering ou d'aller utiliser telle ou telle couche IT pour réaliser vos contrôles. Il n'y a pas de prescription en la matière. En revanche, il va y avoir une attente tacite sur la capacité de réaliser des contrôles par rapport à une technologie donnée. Après-demain, il est possible que, en l'espèce pour les abus de marché, et puis peut-être d'ailleurs pour d'autres domaines, l'utilisation de ces nouvelles technologies puisse aboutir à une augmentation de la capacité de contrôle. Je fais un parallèle, hein, on commence à le voir chez un autre régulateur pour les contrôles d'anti-blanchiment. Hein. Donc, c'est des choses qu'on commence à voir mettre en place et les régulateurs, d'autres régulateurs que l'AMF, commencent à utiliser ces techniques pour aller beaucoup plus loin et d'ailleurs se confrontent à leur tour à un vrai sujet, qui est le sujet de l'explicabilité, c'est-à-dire que les établissements qui sont contrôlés opposent ou tentent d'opposer aujourd'hui, en l'espèce à la CPR, le fait qu'ils ne comprennent pas pourquoi tel ou tel élément a été repéré et la CPR doit le justifier aussi. Donc cette question de l'explicabilité, elle joue dans les deux sens. Je ne sais pas, Alexis, s'il y a sur cette partie du traitement du langage naturel ou plus généralement sur l'IA, vous, quelle est votre vision de l'évolution des attentes peut-être des régulateurs ? Alors, en effet, le régulateur est agnostique et d'ailleurs, aucun texte n'impose d'avoir d'outils de gestion de la détection d'abus de marché. Maintenant, quand on regarde les obligations en termes d'analyse et de restitution, on comprend bien que sans outils, c'est plus que compliqué. Et ensuite, sur la position du régulateur, donc en effet, il est technologiquement agnostique et c'est bien normal. Pour autant, la CPR utilise, l'AMF utilise depuis 2 ans un moteur d'intelligence artificielle. Hein, c'est tout à fait public et documenté sur Internet. Donc le régulateur lui-même profite de la puissance de ces technologies qui sont utilisées non pas comme des remplaçants des technologies déterministes, mais comme des compléments. Et aujourd'hui, les outils les plus performants utilisent les 2 technologies de façon complémentaire parce que les 2 technologies ont leurs avantages et leurs limites. Mais aujourd'hui, donc, le régulateur a été un des premiers en France à l'utiliser lui-même. Donc il n'y a pas d'aversion clairement à cette technologie. Pour autant, le propos de Vincent est vraiment très, très, très juste. Machine learning, intelligence artificielle, ne veut pas dire perte d'explicabilité de l'alerte. C'est quelque chose de fondamental. Et sans rentrer dans des considérations trop techniques, en fonction de la façon dont on fait du machine learning, en fonction des technologies qu'on utilise, soit on a une capacité à expliquer de façon extrêmement précise que c'est telle et telle donnée qui était à tel niveau qui explique la génération de l'alerte, soit avec d'autres types de technologies, on ne peut pas. Et le on ne peut pas n'est pas entendable, notamment tout ce qui est le deep learning qui est très utilisé aux États-Unis n'est pas du tout compatible avec les attentes d'explicabilité du régulateur. Donc on travaille sur d'autres technologies qui sont un peu plus complexes, mais qui permettent à la fois d'avoir une approche non déterministe. Ça veut dire que ce n'est pas un humain qui a défini les règles, c'est réellement la machine qui a trouvé des transactions atypiques, des transactions qui sortent complètement du cadre usuel. Pour autant, c'est la machine qui a trouvé, mais la machine permet d'expliquer. Je pense que s'il y a une chose à retenir sur le machine learning, c'est vraiment ça. C'est sans explication, aucune utilité d'aller plus loin. C'est quelque chose de fondamental. Merci Alexis. Nicolas, Leïla, on va avoir peut-être des questions qui vont arriver, mais à ce stade, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez rebondir ou insister vis-à-vis de nos participants ? Je rebondis sur l'idée, effectivement, que finalement, le régulateur ne se prononce pas effectivement sur l'utilisation de l'intelligence artificielle ou sur toute autre technologie d'ailleurs. Ce qui lui importe au final, c'est réellement le résultat. C'est-à-dire que est-ce que oui ou non, le risque abus de marché est couvert. Voilà, ça s'arrête là. Je ne sais pas si là tu veux rajouter quelque chose.
Non, pas spécifiquement sur ce sujet. On n'est pas encore très ouvert sur le sujet encore chez Dorval, mais c'est vrai que c'est une technologie qui peut être très innovatrice pour l'avenir et je pense qu'on est très attentif quand même à toutes ces évolutions pour plus d'efficacité dans nos traitements, effectivement. Alors, avant de passer à vos questions, il y a un dernier point peut-être sur lequel on souhaiterait, enfin moi je souhaiterais insister, qui est quand on dit que le régulateur n'est pas attentif à l'usage de l'IA, attention, hein, en fait en réalité le régulateur est attentif, pas uniquement en matière d'explicabilité ou en tout cas de traçabilité, mais aussi en matière d'éthique. Alors c'est pas aujourd'hui l'AMF, c'est pas aujourd'hui la CPR ou la BE ou la BCE pour les bancaires qui sont sur ce territoire-là, mais la Commission européenne émet des textes et la question de l'éthique de l'usage est une question qui est fondamentale et qui est quelque part une nouvelle frontière des fonctions conformité au-delà de la conformité des marchés, du fonctionnement des marchés financiers. Alors, on a vraisemblablement des questions qui commencent à s'afficher là et qui arrivent. Peut-être l'une des premières questions qui nous est une question qu'on entend souvent aussi de la part de nos clients, c'est quand on met en place ces outils de détection des abus de marché, et y compris a fortiori quand on met en place des outils qui nécessitent des couches statistiques, qui nécessitent, le cas échéant, des algorithmes d'intelligence artificielle. Finalement, quand on est un compliance officer, qu'on fait son travail depuis plusieurs années, qu'on connaît très très bien les textes, qu'on sait parfaitement analyser les transactions, on a ces nouvelles techniques et on peut se sentir un petit peu perdu. Est-ce que ça veut dire qu'on a besoin de data scientists? Est-ce que ça veut dire qu'on a besoin de mathématiciens, le cas échéant, au-delà des équipes, on va dire, MOA ou IT qui interviennent plus classiquement sur les outils? Peut-être, Alexis, vous, quelle est votre vision là-dessus? Alors, clairement, la réponse est non, ce n'est pas nécessaire, tout comme vous n'avez pas besoin non plus d'avoir un développeur web pour utiliser une solution de détection d'abus de marché. Et pour autant, il y a bien du développement web dans l'outil. On a fait des écrans, des boutons, des fonctions. Donc aujourd'hui, la plupart aujourd'hui, quand on intègre de l'intelligence artificielle dans un outil comme Afterdata, c'est une technologie qui est à l'intérieur de l'outil, et tout comme on ne vous demande pas de modifier l'outil dans le code structurel, on ne vous demande pas d'avoir des compétences en développement. Par contre, il est vrai que ça nécessite une évolution, une montée en compétences, pas sur le développement de l'intelligence artificielle, mais sur sa compréhension et sa bonne prise en compte. Parce qu'encore une fois, à partir du moment où cette technologie est utilisée dans l'outil, il faut être capable de la comprendre, mais la comprendre conceptuellement. Donc ça veut dire un petit effort, très modeste, mais un petit effort sur la maîtrise de son outil. Parce que le régulateur vous impose de maîtriser votre solution. Donc on ne va pas parler de compétences techniques en termes de développement, mais on va parler de compréhension et d'un petit peu d'implication dans la compréhension de technologies qui sont plus récentes et donc auxquelles on est un petit peu moins habitué. Après, certains grands groupes souhaitent impliquer leurs équipes data dans le développement de ces modèles. Mais là, c'est plutôt une volonté stratégique. Et donc, dans certaines solutions, notamment la nôtre, on a la capacité d'importer des modèles d'IA externes développés par des équipes data internes. Mais on est dans quelque chose de facultatif, dans une possibilité. Le cas standard, c'est quand même plutôt d'utiliser l'outil avec des fonctions qui sont livrées en l'état, en les comprenant. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire. On a, et moi j'ai accompagné l'espèce des troisièmes lignes de défense sur l'utilisation de ces techniques. La partie de la transformation humaine n'est parfois pas négligée. Il y a quand même deux choses. Il y a la partie du développement, effectivement, le développement d'un outil, pas plus qu'en IA, quand dans un autre type d'outil ne
ne nécessite pas en tant que tel que l'utilisateur devienne un spécialiste du développement, hein. Chacun son métier en réalité, et chacun est bon là où il est. Mais dans l'usage ensuite au quotidien, de la même manière que dans les outils aujourd'hui qui sont déployés, le compliance officer ou l'analyste qui réalise les analyses sur les cas doit quand même comprendre comment fonctionne l'outil. C'est-à-dire que c'est compliqué de porter une analyse, de porter un jugement si on est totalement, on va dire, ignorant du sous-jacent de ce qui se passe dans la manière dont c'est détecté. Voilà, on ne s'en rend pas compte parce qu'on le fait depuis plusieurs années, mais en réalité, si on se projette 15-20 ans en arrière, ou même 30 ans en arrière, si on prenait le compliance officer il y a 30 ans en arrière, qu'on le mettait devant un outil, la vérité, c'est qu'il aurait du mal. Il y aurait un temps d'adaptation, il y a un temps de changement. Sur des techniques qui sont de l'intelligence artificielle, alors notamment sur le langage naturel ou sur une chose plus simple, même sur du clustering, ça peut mettre en déséquilibre. Ça peut mettre en déséquilibre parce que ça peut amener à trouver des éléments auxquels finalement personne n'avait pensé. Personne n'y avait pensé, non pas parce que les gens ne sont pas compétents, personne n'y avait pensé parce que l'esprit humain n'a pas été en capacité de mettre en relation des types de données ou des informations sur des volumes absolument considérables. La machine peut se tromper. C'est là où revient l'intelligence humaine, c'est justement dans l'interprétation. Mais la transformation, l'éducation, la capacité en fait à accompagner les équipes dans des transitions sur ces outils, et en tout cas spécifiquement sur des techniques ou des technologies qui sont un petit peu novatrices, n'est pas à négliger. En tout cas, c'est la vision que nous en avons côté OnePoint pour avoir vu aussi ce que ça donnait au quotidien quand c'était déployé. On peut avoir de la résistance au changement aussi. C'est des choses qui peuvent exister. Alors, on a d'autres questions qui arrivent. On a une question pour Dorval. Comment vous contrôlez la qualité de la donnée? J'ai compris que Dorval Asset Management avait une personne à temps plein. Alors, je ne sais pas si on va répondre sur spécifiquement sur le dispositif Dorval qui est, on le pense tous, totalement conforme. Mais là, si vous voulez peut-être... Alors, effectivement, une personne quasiment à temps plein, elle est en charge de toute la partie référentielle. Donc, on a toute la data qui nous provient des providers de données. Donc, on a plusieurs providers et on va challenger les providers essentiellement sur les données qui vont arriver. Donc, ça, c'est le contrôle qui est fait quasiment en permanence, tous les jours, puisqu'on a les données quotidiennement. Et ensuite, on va faire aussi également des contrôles de second niveau. Nous, on va aller vérifier, il s'agit de mon équipe, on va aller contrôler que effectivement, donc ça va être par échantillon, ça va être par choix aléatoire en fait des données. Et là, on va contrôler que la donnée est bien fiable et qu'on peut bien s'appuyer dessus. Et notamment sur la partie abus de marché, on va s'assurer que les flux sont bien en place et qu'on a bien les flux qui sont intégrés via tous les batchs quotidiennement, etc. Voilà. Merci Leïla. Alors une autre question qui est arrivée, on l'a rapidement abordée tout à l'heure, c'est la capacité d'expliquer une alerte quand on utilise des modèles de détection qui sont non déterministes ou en tout cas qui ne sont pas prédéterminés en dur. Et alors ça peut être par du clustering, ça peut être par de l'IA. La capacité, effectivement, Alexis l'a évoqué, hein, c'est quelque chose cette capacité d'explication est importante. Je pense peut-être qu'on repasse un petit temps dessus, Alexis, justement sur les différents types d'IA. Vous disiez que les IA deep learning étaient disqualifiés ou disqualifiables en l'espèce. Peut-être qu'on peut un petit peu développer. Alors, en effet, ça va être une des différences fondamentales entre le machine learning et le deep learning. Typiquement, le deep learning est une technologie très efficace, très puissante, mais qui
brouille complètement les cartes de l'origine de la prévision et donc de, par exemple, l'évaluation du risque de non-conformité d'une transaction. Quand on fait du machine learning, on garde les données d'origine et on est capable d'avoir un système qui marche en partie double, sur lequel on a un moteur de machine learning qui va vous dire cette transaction, on a un risque à 82% d'avoir un abus de marché de type cross-wash. Et derrière, on a un deuxième algorithme qui, lui, va faire le travail inverse et qui va dire, puisque c'est 82%, je vais regarder quelles sont, en statistique, on appelle ça des variables d'importance, quelles sont les données qui ont pesé le plus lourd dans cette prévision et de leur donner un poids et donc de les classer. Et donc, je vais pouvoir dire que sur ce risque de 82% de cross-wash, les 4 données qui représentent 95% de la définition de ce risque sont telle donnée. Donc, on arrive en fait à revenir à un niveau qui est aussi précis que des règles déterministes sur lesquelles on aurait dit le montant est supérieur à 2000, la concentration est supérieure à 30% et j'ai eu 12 ordres cumulés sur les 24 mois. Avec ce système dual que j'ai décrit, on arrive à revenir à un niveau d'explication auquel les analystes sont habitués, parce que quand ils avaient auparavant uniquement des règles déterministes, ils arrivaient bien à voir quels étaient les seuils qui étaient dépassés, et puis ils voyaient bien que certains seuils étaient dépassés de quelques euros, et puis d'autres seuils étaient dépassés de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on voyait bien que sur l'ensemble des règles du scénario, certains seuils, certaines informations, je ne sais pas, le montant de la plus-value par exemple, pesait très lourd parce que j'avais dans mon seuil, dans mon scénario, j'ai un montant maximum de plus-value à 15 000, et là je vois que je suis à 200 000. Je comprends bien que j'ai dépassé. Quand on a ce système machine learning puis reverse engineering sur l'analyse des seuils, on retrouve en fait un résultat qui, en termes d'usage au quotidien, est extrêmement proche, puisqu'on va nous dire c'est la plus-value, le nombre de transactions et le montant cumulé sur les 6 derniers mois, par exemple, qui sont à l'origine de l'alerte et qui, derrière, vont permettre à l'analyste de creuser sa piste d'audit et de justifier des choix qu'il va faire sur les suites à donner à cette alerte. Merci, merci Alexis. Alors, on a une question, mais je pense qu'on l'avait abordée, c'est est-ce que l'IA est validée par le régulateur? Vraiment aujourd'hui, Mademar en particulier, Mademar, technologiquement agnostique. Alors, il y a quand on prend le règlement STOR, il fait quand même référence à des dispositifs, à des outils de détection. Donc, tacitement, la nécessité de s'équiper, elle est présente en fait, en tout cas dans STOR. Mais encore une fois, le sous-jacent technologique, les techniques qui doivent être mises en œuvre, elles ne figurent pas dans les textes, et c'est normal. Les textes européens ou leur déclinaison, et sinon d'ailleurs le Code monétaire et financier se gardent bien, ils ont parfaitement raison d'entrer dans une description technico-technique de ce qui doit être fait. Alors après, il y a quelques exceptions côté MiFID sur le redatage, etc. Mais laissons-les de côté. Donc, il n'y a pas de validation ou d'invalidation en tant que telle d'une technique ou d'une autre, d'autant que l'IA, et nous en particulier, on va plutôt parler du traitement du langage naturel. Là, on avait le TAL avant, maintenant on a les systèmes préentraînés. C'est un domaine qui évolue extrêmement vite aussi. Il y a une rapidité importante. Ce qui était vrai, pertinent et puissant il y a 3 ans peut être dépassé, on commence à l'être aujourd'hui. Donc cette rapidité fait que on ne peut pas espérer avoir en tant que tel une validation, une invalidation. Par contre, il y a des textes qui existent, qui sont des textes qui sont en dehors de Mademar, qui sont des textes qui sont sur la partie éthique de l'usage, parce que ça pose de vraies questions aujourd'hui, de vraies inquiétudes. On a vu encore récemment Elon Musk qui appelle à une pause d'ailleurs dans l'utilisation des IA génératives.
Donc, on voit bien que ça pose des questions éthiques. Et là, oui, la Commission européenne et le Parlement ont émis et émettent aujourd'hui des directives et des textes qui visent à encadrer ces usages. Donc, on va avoir à la fin une sorte de, un peu comme sur l'RGPD, une sorte de balance des intérêts entre d'un côté des nécessités de contrôle, en l'espèce sur les marchés financiers pour assurer l'intégrité et assurer la protection de l'information privilégiée, et puis les capacités techniques. Est-ce que les capacités techniques sont accessibles à toutes les entreprises ? En réalité, c'est là où, sans aucunement faire de publicité pour un éditeur en particulier, mais c'est là où les éditeurs, en fait, ont leur place. C'est-à-dire que qu'est-ce que fait un éditeur finalement ? Un éditeur, il mutualise sur plusieurs clients une capacité de développement qu'un client tout seul pourrait ne pas avoir, ou en tout cas pourrait ne pas souhaiter engager comme investissement. Inversement, des grands établissements peuvent tout à fait faire le choix de développer et de concevoir en stand-alone des solutions qui leur sont propres, sans forcément acheter quelque part la R&D réalisée par un éditeur en particulier. Donc, tout ça pour dire que un acteur, quelle que soit sa taille, aujourd'hui sur les marchés, en tout cas un PSI, peut avoir accès à ces techniques. Voilà, il y a différentes manières en fait d'y accéder, différentes capacités d'investissement, et il n'y a pas un modèle unique. Alors je regarde si nous avons d'autres questions. Écoutez, je pense alors, il y en a quelques-unes, mais on arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Je vais peut-être laisser le mot de conclusion à Nicolas et à Leïla pour clôturer. Nous, en tout cas, on vous remercie beaucoup de vous être connectés. On espère vous avoir apporté des informations et partagé certaines expériences. Nicolas et Leïla, je vous laisse les mots de la fin. Merci à tous d'avoir assisté à ce rendez-vous. C'est toujours très intéressant de pouvoir échanger avec les professionnels du secteur. Le sujet est vaste. On pourrait passer quelques heures encore ensemble pour pouvoir aborder d'autres faces de cette intelligence artificielle qui commence à être mise en place par l'ensemble des acteurs. Voilà, je remercie OnePoint et Afterdata, et évidemment Leïla de m'avoir donné le change. Merci à tous également. J'étais ravie également de partager et d'échanger sur ce sujet qui est un sujet important pour le régulateur, mais aussi pour nous, sociétés de gestion. Et c'est vrai que les sujets, les nouveaux sujets, les nouvelles technologies autour de cette thématique sont très, vont avancer, je pense, assez rapidement. Donc, on est assez attentif et preneur de toutes les évolutions qui vont arriver et gagner en efficacité finalement sur cette thématique. Très bien, écoutez, Afterdata et nous, OnePoint, on vous remercie tous pour votre présence à ce webinaire, et puis on se tient à si vous avez des questions, tous, autour de la table, on se fera fort de vous répondre. Merci à tous. Et prochain événement Afterdata sera un événement cette fois en présentiel, un cercle de la conformité dédié à la thématique de l'AML, au cours duquel on invite de nombreux responsables conformité pour échanger entre pairs sur les principales problématiques du moment, et on vous tiendra informé de cet événement. Merci à tous et à très bientôt.